KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Le marchand de légumes ouvrait, à peu près vers 7 heures même, la porte au vitrage poussiéreux d'un rez-de-chaussée qui sentait la cave et le terreau. Donnant sur la place, il ne prenait pas la peine d'étaler au marché. Les gens venaient regarder chez lui comme au prolongement des étalages. Il enveloppait, dans des journaux locaux, pleins d'un baveux socialisme pour classe agricole, les légumes verts et les carottes qu'achetait Madame Méridier. La grande Marie les portait avec la viande et le lait, car aucun de ces marchands d'après-guerre, faisant fortune en 2 ans, ne prenait la peine de livrer à domicile les marchandises qu'ils donnaient à leurs amis pour de l'argent. Faire ainsi rapporter ses achats par la femme d'ouvrage était une idée d'Augustin. Cette solution excellente, et qui diminuait son effort, Madame Méridier ne l'avait adoptée qu'après bien des hésitations, et seulement parce que, quand elle remontait à son second étage, chargée du poids de ses paniers, à pas souvent arrêtés, son vieux cœur n'en pouvait plus. Beaucoup de motifs menus et puissants s'étaient dressés à l'encontre. Quelques-uns s'avouaient. La femme d'ouvrage profiterait certainement pour son propre usage du temps de ses commissions. Les marchands changeraient peut-être les morceaux qu'elle avait choisis. Mais d'autres ne se révélaient pas, agissaient par sourde poussée, montant sans parole du fond de ses habitudes morales. Faire porter ses paquets, comme Madame une telle ou Madame une telle, ce n'était pas bien dans sa position. C'était presque se donner des airs. Elle avait cédé, non pour les raisons d'Augustin, mais pour lui faire plaisir. L'esprit d'indifférence aux satisfactions de la terre se marque aussi bien en leur utilisation qu'en leur dédain. L'humiliation de paraître avoir l'air de se donner l'air en valait une autre, était même meilleure puisque, sortant des circonstances et non de sa volonté, elle était plus exempte de tout amour-propre. Ainsi le lui disait un recueil de saint François de Sales, habillé comme un livre d'école, qui était la lecture de ses moments de loisir. Une longue habitude de vie intérieure la dispensait même. Augustin le voyait bien, de ce tâtonnement filandreux qu'il poussait autour des sentiments de sa mère. Elle allait aux formes les plus humbles de l'humilité, tout droit, par une sorte d'attraction ou de pesanteur. Lorsqu'Augustin surprenait sa mère dans ses occupations du matin, les jours ordinaires qu'aucune visite de médecin ne marquait, elle interrompait pour l'embrasser un chapelet continu. Il fallait que ses lèvres à lui fussent appliquées sur le velours rétracté des vieilles joues pour qu'il cessât d'entendre les prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Ils s'asseyaient l'un près de l'autre devant cette table de cuisine chargée et y restaient longtemps. Christine ne faisait que traverser la pièce avec les accessoires d'enfant. Les occupations de la grande Marie la refoulaient quelque part du côté du bûcher, du jardin ou du petit lavoir aménagé près de la fontaine. L'air gardait toute la journée cette même couleur grise et douce. Les 2 hautes fenêtres de la cuisine donnaient au nord, dans des parties du ciel où le soleil ne se montrait pas. On ne devinait le temps qu'il faisait qu'à la plus ou moins grande limpidité de ce coin de ciel. Tout, dans la vie domestique de Madame Méridier, se passait par répétitions régulières, fondées sur de toutes petites commodités. Le café du matin était dans ce pot brun, au coin de droite de la cheminée, parce que, vois-tu, je le trouve là dès que j'ai allumé. La poudre à café de midi logeait au contraire à l'autre bout, parce que c'est plus près de la bouillante et que je puis le faire tout en surveillant le reste du dîner. Elle disait dîner, comme dans les horaires d'autrefois. Elle ajoutait avec un sourire de fatigue candide et de transparence sans réserve, comme ça, quand je serai morte, on saura où est tout et on ne se trompera pas. La vie de cette vieillesse se retirait des extrémités où la personnalité était la moins engagée, les abonnés au mécanisme de l'habitude.
Elle se concentrait aux choses essentielles, au cœur du cœur. Son activité corporelle aussi se ralentissait, se limitait aux régions principales, les frontières les plus lointaines de l'action peu à peu abandonnées à l'automatisme. Le bruit même de sa vie diminuait. Les pas se suivaient plus doucement dans les pantoufles chaudes que Christine lui avait achetées. Des gants invisibles et lourds enveloppaient ses vieilles mains. Augustin se défendait contre une inquiétude qui forçait ses portes. Peut-être Christine, qu'occupaient sa vie professionnelle et son petit garçon, ne se rendait-elle pas assez compte du vieillissement de sa mère. Mais il se jugeait impertinent, comme si elle n'avait pas de place suffisante pour les deux tendresses. Encore une histoire de paille et de poutre. Christine était toujours auprès d'elle, et lui constamment absent. Le médecin vint à l'heure dite. Augustin suivit de grands pas masculins, en route pour la chambre où vivait Christine. Augustin suivit de grands pas masculins, en route pour la chambre où vivaient Christine et bébé. Planté à côté du berceau, le docteur palpait, auscultait, faisait les gestes qui explorent les surfaces explorables, enchâssait des bouts de questions dans ces morceaux de silence où se cachent les incertitudes et le pressentiment de l'inconnu. Augustin se cachait derrière les deux femmes, hors de toute compétence et aussi, à sa honte, hors de cette simplification subite qui chasse de l'âme maternelle tout autre contenu que la sensation du petit qui souffre. L'examen dura quelque temps. Le papier de la chambre avait des fleurettes qui faisaient suranner. Une grosse mouche à viande prit plusieurs fois son vol vers le ciel et buta chaque fois, comme une petite balle, contre l'obstacle mystérieux des vitres. L'envie de la tuer démangeait Augustin. Le médecin se redressa lentement, produisant ces petits bruissements de souffle, d'articulation, d'habit, de tout ce qui bruit quand les hommes bougent. « Il n'a pas l'air trop mal, ce petit bonhomme. Non, je ne trouve pas vraiment. » Toute chose redevint graduellement familière, perdit cette apparence solennelle que lui avait fait revêtir la tante. Les muscles se relâchaient, prêts au sourire pour quand il le faudrait. Il ne fallait pas tout à fait encore. Pas de fièvre, n'est-ce pas ? 37,2 ce matin. Oui, au faible degré où je les constate, tous ces petits symptômes ont bien peu d'importance, je vous assure. Le sourire du médecin, ses hochements de tête, le pianotage de ses doigts, ajoutent même à la parole médicale un timbre qui manque aux mots, une nuance de confiance en soi, de dédain d'aussi médiocres troubles qui se prennent pour une maladie. Au total, nulle inquiétude. Augustin l'en croit sur parole. C'est la différence avec Christine. Une mère ne laisse pas ainsi partir le sujet de crainte sans les avoir sondés, vidés, secoués, brossés et retournés à fond, exorcisés de tous les possibles. Les lourds yeux noirs restent fixes, immenses, fouillants, pleins d'une interrogation inapaisée. Le docteur a-t-il bien pu jauger, comme cela en 10 minutes, tout ce qu'a craint sans le pouvoir préciser, la longue continuité maternelle ? Pour le moment, ce corps de bébé repose sans douleur dans le plus impuissant tassement. Rien qu'à duvet de cheveux marrons, de lèvres émouvantes de petitesse, conservant dans l'intervalle des biberons la contraction de tétée. Le biberon est sur la cheminée, aux 3/4 vide, dédaigné par elle avant d'être fini. Elles ne savent pas que le moment de boire venu, quelque chose, on ne sait quoi, caché au fond de la maladie, leur déconseillera les douces tétées. Oui, le docteur le voit bien, le biberon. Il entre dans la catégorie des choses qui s'expriment par un haussement d'épaule et des souffles du nez. Et les bouillies, elles passent, mais il ferme la bouche après 4 ou 5 cuillerées et pleurniche ou grogne, toujours la même chose. Voyons les selles. Une fade et douceâtre selle de bébé se délivre des linges jaunes. Le médecin élargit ses narines, renifle, pour découvrir dans l'homogénéité de l'odeur de sel des vénules intermittentes, acides ou fétides, qui pourraient peut-être s'y rencontrer,
Ils sont là, tous quatre, penchés sur la serviette. Augustin avec une vague fierté de devoir accompli. Il est frappé par de petites perles laiteuses prises dans les viscosités jaunes d'œufs. Ces granulations, fait-il d'un ton qui relève toute l'importance de la découverte. Il ne doit pas digérer très bien. Le médecin néglige de répondre. Où en est-il de ses dents ? Pendant que bébé crie, les grosses mains ouvrent les petites lèvres avec autant de douceur en vérité que pourraient le faire les doigts de Christine elle-même. Oui. Un beau oui cette fois, net, cette finale. Pas de ces oui traînés et mous où toutes les craintes peuvent se terrer en une voyelle qui n'en finit pas. Un oui définitif qui barre toutes les routes. On ne passe plus après un tel oui. Tout ce que je vois, madame, c'est un peu d'inappétence additionné de grognerie et d'un tout petit début d'entérite. Il est en pleine crise dentaire. Pas de crise dentaire qui n'amène ces très légers symptômes secondaires par les chaleurs que nous traversons. Il n'est pas en train, évidemment. Et persuasif, voyons un tout petit laxatif. 1 centigramme de calomel dans une cuillerée d'eau. Une cuillerée à soupe. Et son biberon coupé d'eau à moitié. Ouvrant les 10 doigts en subit éventail, tout simplement. Une rudesse cordiale et on ne savait quoi de plus. Ah, c'est maman. Affaiblissons d'un degré l'éclat de ses yeux noirs. Ils en verront d'autres jusqu'à ce qu'il ait 20 ans. Une espèce de bonheur lent descend sur les traits de Christine. Il les détend et les éclaire. Juste quand elle se préparait à consentir à l'anxiété sa place accoutumée, comme votre côté s'incurve contre un coude dur, voici qu'elle est partie, enlevée soudain, laissant une place vide encore sensible. Car elle n'est pas si loin en arrière, qu'on ne voit sa pointe d'ombre projetée sur la route où passeront les jours à venir. Le nez du bébé se plissa pour un éternuement minuscule. Le médecin qui ignorait Augustin pendant l'examen ne causait maintenant qu'avec lui. Il le regardait d'un regard fixe, assez perçant. Il parlait du temps que prend la préparation des différentes carrières, en médecine, dans l'enseignement, dans le droit. Augustin lui offrit de quoi écrire, mais il tira de sa poche un bloc où étaient imprimées ses heures de consultation, son numéro de téléphone et, en évidence, son titre d'ancien interne des hôpitaux de Lyon. Ses mains étaient maigres, petites et très velues. Il dit brusquement « Ah, je me sauve !» Il salua. Ses jarrets et son bas-ventre esquissèrent un début de bond. Le malade suivant commença de remuer dans ses perspectives, mêlé d'impressions diverses provenant d'une automobile neuve. Ce malaise de bébé, quoique léger, changea quelque chose aux dispositions d'Augustin. Il empêcha qu'il pût parler à sa sœur et lui demander conseil comme s'il en avait eu l'intention, dans les circonstances nouvelles qui bouleversaient sa vie. Il eût voulu savoir d'elle ce qu'une jeune fille aux sentiments religieux très marqués pouvait supporter de dissemblance avec quelqu'un qui, poser la question était déjà fort malaisé, à cause des difficultés auxquelles se heurtait la description du quelqu'un. Mais la tâche devenait impossible, de traverser d'un trait aussi flou les inquiétudes de Christine, quelque excessives qu'elles fussent. Adoration solitaire et réflexion discriminatrice s'ensevelir ainsi l'une et l'autre dans le même silence passionné. Après la visite du médecin, tout retomba au calme. Il était 3 heures du soir, moment consacré aux travaux de couture et de raccommodage, palier entre les occupations de l'après-déjeuner et de l'avant-dîner, période douce de la journée, l'heure où Augustin travaillait le mieux. Il la passa près de 2 femmes. Christine, mal rassérénée, se levait souvent de sa chaise pour aller voir dormir l'enfant. Tout n'était que paroles basses, blancheur du linge au creux des paniers, petits bruits que font les aiguilles. Ces heures-là n'auraient pas eu de date sans le cadran de la pendule. Leur intimité rappelait des journées d'autrefois, si réelles et si tendrement reconstruites aussi, que n'étant exactement ni actuelles ni abolies,
elle pouvait se suspendre indifféremment à tous les barreaux du passé. Elle n'avait pas de place fixe sur l'échelle du temps. « Augustin, dit la vieille mère, avec l'autorité naïve de jadis, donne-moi mes lunettes qui sont sur le rebord du buffet. » Elle tricotait en effet sans voir, mais ses yeux très baissés ne pouvaient coudre qu'avec d'assez fortes lunettes et dans du blanc. Il les apporta, s'installa pour quelques minutes près des couturières, sur une chaise voisine des leurs, pour boire une dernière gorgée à cette coupe du recueillement et de l'effacer. Sentant déjà le frémissement léger des départs, puissamment aspiré vers une autre splendeur, il ne se rassasiait pas de ces mots humbles. Mes lunettes qui sont sur le buffet. Il lui semblait la formule chiffrée d'un sens véritable et ésotérique. Quelque chose comme « Nous sommes ta vie profonde et tes vrais bien-aimés ». Cette monotonie des choses domestiques, si semblable d'un jour à l'autre et si simple, parlait comme le verset de l'imitation. Que ne pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes? Voici le ciel, la terre, les 4 éléments. C'est d'eux que tout est fait. Elle lui disait aussi « Nous formons à nous toutes une vie complète et enclose. Ce que tu prends pour des limites, ce sont des appuis. Menue habitude que vous disposez avec tant de calme et d'intimité, de vous souvent vint ce désir. Ne jamais sortir de votre compagnie, par changement de lieu ou de destinée, mais au contraire, continuer parmi vous un vieillissement insensible et partagé. Même cet après-midi particulier du début de septembre, avec toute l'immensité qu'Augustin comprimait dans son cœur, quelque interlocuteur paradoxal de ses dialogues intérieurs proposait des répliques qui, à d'autres moments, eussent été entendues. Il n'était pas très sûr qu'une certaine chose, sonnant comme l'essentiel, ne se trouvât pas entre les murs de la salle à manger comme ce matin, sur les dalles de cette cuisine calme. De moindre volume et d'autant de masse, peut-être équilibrait-elle sur l'autre plateau le poids et la beauté du monde. Ainsi Augustin pouvait-il surprendre de petites clochettes pures perçant à travers les immenses orgues de son amour. Simple jeu d'une sensibilité intelligente, riche et contrastée. Ils avaient leur équivalent dans le royaume des idées où Augustin connaissait par éducation et entretenait par métier le souci de voir tous les côtés du possible. Ce goût de l'Ama-Nessiri se heurtait à la saveur du vaste monde, prenait force et attrait en cette opposition. Il poussait au point de privilégier du contraste optimum. Il s'exténua, pâli, éteint par l'autre lumière. Seule restait là sa mère et sa sœur, dans leurs vêtements de chaque jour, en train de coudre de petits points blancs, rapides et méticuleux. Il les embrassa, et la force de l'appel l'emporta vers ailleurs. Madame et mademoiselle se promènent en ce moment dans l'allée du bord de l'eau. Madame a fait donner l'ordre de prier monsieur de les rejoindre. À 100 mètres de là, commençait le tunnel creusé par l'allée du bord de l'eau, dans des futaies en pleine verdure, à peine touchées de l'automne. Monsieur en prit le chemin. Une timidité terrifiée s'arrangeait comme elle pouvait avec la décision qui raidissait Augustin. Il marchait vers les nobles êtres en victimes ayant cessé de se débattre. Un paysage de prairies et de bois, posé par de grands pans paresseux dans cette limpide fin d'été, sollicitait une rêverie passive et large, sans prétendre qu'à un rôle secondaire et marginal dans la vie de ces minutes. Le dur noyau était ce sentiment d'irrévocable et de tendu qu'Augustin imposait à ses craintes. Pendant la demi-heure de bicyclette, entre la dernière maison des pépiniéristes maraîchers, où finissaient le faubourg et les premières rondeurs des futaies des Sablons,
Il avait tâché de mettre un ordre net et tranché dans ses décisions et dans ses attentes. Nulle raison d'espérer que 2 rencontres puissent suffire pour qu'une jeune fille s'intéressât à lui. Il n'avait pas à sa disposition, jouant son jeu, plaidant pour lui, huilant vers lui toutes les pentes, les suggestions de la beauté. Il sourit de cette remarque accessoire. Il n'aurait qu'à offrir à toutes les demandes possibles, s'il en avait, une docilité sans obstacle, et sous l'extérieur d'un plaisir très simple, s'abandonner silencieusement à toutes les délices d'aimer. Ce mot même le blessait comme bovariste, et romantique, et banalisant. Mais quel autre prendre ? Quel autre aussi ardent et vorace ? Il eût voulu offrir une conscience transparente, hypersensible, toute nue, sans surcharge, sans mots. Et aussi ne gêner en rien ses attentes à elle ni ses habitudes, ne pas s'en faire remarquer. Un gouffre secret sous une amitié, tous ses désirs ne s'arrangeaient pas très bien ensemble. Une chose éclatait aux yeux. Aucune démarche, aucune tentative, si indirecte qu'elle fût et si lointaine, ne pouvait venir de lui. Toute initiative émanerait d'elle. Cela au moins était limpide. Tout le reste sentait la chimère, l'impossible, quoiqu'il ne pût préciser exactement ce qui était chimère, ce qui était impossible. Il le savait par expérience, tous les moments où il se disposait à le voir, des troubles, incertitudes, controverses avec lui-même, les ravageaient. Il n'y manquait aucune forme de l'angoisse ni du désespoir, mais tout disparaissait en sa présence dans une immense lumière. C'était la loi des cœurs passionnés. Avant qu'il pénétrât dans le demi-jour des arbres, une nouvelle onde de timidité lui persuada qu'il était nécessaire de développer quelques mouvements légers, n'importe lesquels, de paraître dégagé et libre. Il renoua sa cravate. Il se retourna pour apprécier l'horizon. Il pensa à sa bicyclette, s'efforça d'en concevoir de l'inquiétude, se rassura. Autour de lui, tout démentait cette agitation. Le déploiement des prairies restait vide. Des nuages précis et frais parcouraient le ciel. Ce paysage était en attente, inoccupé, prêt à toute confidence et à les loger toutes dans sa vaste douceur. Augustin s'enfonça sous les arbres. Madame Desgraisses des Sablons tenait son ombrelle fermée dans son gant gris de Suède, à demi retroussé, légèrement maculé à l'index. La corne blonde de l'autre bout dessinait des arabesques dans la couche d'air à quelques centimètres du sol. Augustin marchait à sa droite. De l'autre côté était Anne. Il tremblait vaguement. Peut-être que ce tremblement s'apercevait, et sa trop grande joie et l'invraisemblable ivresse de pouvoir la voir toute seule, affamée et égoïste, sans compagnie que lui-même, juste elle-même aussi, sans salon, sans personne, dans la solitude des bois qu'elle aimait. Il pensa que ce serait sans doute infiniment rare, et s'en désespéra dès la première minute de sa joie. Anne se penchait parfois légèrement en avant pour l'écouter. Il l'avait fixée dès les premiers moments, d'une avidité enregistreuse et désespérée, s'abreuvant pour toute la promenade à une coupe qu'ensuite on lui eut enlevée. Entre l'abstention et la voracité, un moyen terme viendrait bien. Il ne savait comment encore. Cette image de pâleur rosée, précise s'il osait vouloir, lui suffirait dans l'intervalle. L'illusion qu'elle donnait lors du déjeuner, d'être faite d'une matière délicate et sans pesanteur, ne gardant qu'un minimum de contact avec la terre, il lui semblait comprendre ce qui la produisait. Elle provenait du calme d'une démarche sans hâte, si parfaitement fondue et continue d'une seconde à l'autre, que la belle promeneuse n'était à aucun moment plus agissante ou plus reposée. Les 2 bras s'allongeaient dans une immobilité docile, le cou s'inclinait d'un fléchissement de tige florale, comme si, ne déployant que juste l'effort nécessaire à cette lente et douce avancée, il ne lui en restait plus assez pour tout autre mouvement qu'une légère flottaison rêveuse sur la liquidité du temps. Il s'inquiétait aussi de ce mutisme, plus marqué qu'aux premières rencontres.
Tout le début de la visite ne fut pourtant qu'agrément aimable, et l'immense allée silencieuse y prêtait son cadre démesuré. Les chaussures d'Augustin craquaient sur ce sable semé de silex, brindilles de bois mort et mousse rase, parurent des allées de châteaux très bien tenues, où peu de voitures passent. Madame Desgraisses des Sablons allait de la même marche lente, avec plus de nonchalance physique et moins de rêve, en une sorte d'indifférence de se trouver là ou ailleurs, ce jour-là ou le lendemain, parmi des moments tous semblables et d'une prose stabilisée, agréable en surplus, et dont aucun n'invitait à chercher quoi que ce pût être derrière lui. Augustin avait appris à ses yeux, à son visage, à son corps, la manière d'exprimer une certaine aisance mêlée de gaieté, où se dissimulait très suffisamment son mélange habituel d'angoisse et de délices. Ses regards aussi connaissaient le moyen terme cherché et la technique exacte. L'art de regarder Anne leur était venu tout seul, par une sorte de don, comme le génie. Avec un parfait naturel et sans paraître les voir, il dévorait chacun des mouvements arrondis, un peu las et coulants de son jeune corps. La violence secrète de ce bonheur débordait autour de lui dans l'étendue des futaies. Elle avait l'air de l'accepter, d'être complice, de fermer sur lui leurs yeux. Quand tout serait fini, on retrouverait là toutes ces choses, si on osait y repasser. Car ce bonheur finirait, évidemment. Il durait ce qu'il durait. En attendant, Augustin le respirait, l'expirait. Il pénétrait en lui par ses respirations de fièvre, de minces filets d'air restreints et hachurés. D'où venait cette petite souffrance qui l'accompagnait, de sa précarité, de toute l'angoisse cachée dans sa joie. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.